Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info. Toute l'actualité de ce mardi 4 octobre. Invités, reportages, rencontres, vos infos pratiques tout près de chez vous et votre météo à venir. À la une ce soir, la rentrée sociale et la Fédération des syndicats des salariés de Monaco qui fête ce mardi ses 10 ans jour pour jour. Le bilan de l'été, le pouvoir d'achat, l'aménagement des horaires, la mobilité. Nous ferons un tour d'horizon très complet avec notre invité, le président de la fédération justement, Cédric Lanary. Toujours en matière d'économie, nous nous arrêterons sur un rendez-vous automnal d'importance dans le paysage monégasque, le salon Monaco Business, inauguré ce matin par le ministre d'État Pierre Dartout. Le prince Albert II poursuit lui sa tournée des fiefs. Retour sur sa visite en Italie à Ripacanda. Nous retrouverons sur place dans un instant notre envoyé spécial Émile Rousseau. Et puis pendant ce temps-là, en principauté, on travaille dans l'excellence pour sélectionner les futurs carabiniers du prince. Nous avons assisté à une session de recrutement. Vous la suivrez avec Patricia Navarro. Et puis, on le devine en ce moment, vous êtes de plus en plus nombreux à supporter la Roca Team. Après les garçons, vous allez pouvoir encourager désormais au plus haut niveau les filles qui ont obtenu le statut professionnel et joueront cette saison en Ligue 2. Il sera demain à 20 h sur la scène du Théâtre Princesse Grace, le comédien Francis Huster, qu'on ne présente plus, nous parlera de sa passion pour Molière et de son incroyable modernité. Et puis à 13 h aujourd'hui, le salut au canon dans le ciel monégasque pour marquer l'entrée au port du magnifique voilier en bois Göteborg of Sweden. 8 coups de canon très précisément tirés au passage du navire suédois à la hauteur du Fort Antoine. Cet incroyable voilier est l'unique réplique d'un navire de la Compagnie suédoise des Indes orientales à naviguer encore de nos jours sur les mers et océans du monde entier. Le voyage du prince Albert II dans le sud de l'Italie, une visite qui entre, vous le savez, dans le cadre des déplacements du souverain dans les territoires répertoriés comme anciens fiefs des Grimaldi. On rejoint tout de suite Émilie Rousseau, notre envoyée spéciale. Oui, première étape de ce déplacement ici même à Ripacanda. C'est un village de 1900 habitants qui se situe dans la région du Basilicate. Le prince souverain y a reçu un accueil très chaleureux, comme vous allez pouvoir le constater dans ce reportage réalisé avec Alexandra Marangoni. Tel un symbole, le dévoilement de cette plaque site historique Grimaldi de Monaco marque officiellement la reconnaissance d'un passé commun entre la principauté et Ripacanda. Cette ville, perchée sur une colline, est réputée pour ses productions de safran, de miel et ses terres agricoles à perte de vue. C'est ici également qu'est né l'un des précurseurs de la chirurgie moderne, Leopoldo Chiari. Ce lundi 3 octobre 2022, Ripacanda a écrit une nouvelle page de son histoire en accueillant le prince Albert II. Pour se souvenir de cette visite, une plaque trônera désormais sur la place principale du village et ce point de vue panoramique sur les collines portera lui le nom de prince de Monaco. È un giorno importante, un giorno veramente storico. La comunità di Ripacanda stava aspettando da tempo l'arrivo del principe. Noi abbiamo fatto un grande lavoro di coinvolgimento con l'associazione dei siti storici Grimaldi e oggi si corona un sogno per la nostra comunità, che è quello di avere il nostro principe Alberto qui. Un rêve que les habitants ont également souhaité immortaliser, téléphone en main ou poster sur leur balcon pour ne rien manquer de l'événement. Ils étaient également nombreux à attendre le prince souverain devant l'un des édifices les plus anciens de la ville, considéré comme le symbole de la municipalité et un hommage à son saint patron. Le sanctuaire de San Donato abrite des fresques du XVIe siècle, dont certaines illustrent la seigneurie des Grimaldi. Pour ce déplacement, le prince Albert II était accompagné d'une délégation monégasque composée notamment d'Anne Eastwood, fraîchement nommé ambassadeur de Monaco en Italie. En tant que nouvel ambassadeur de la principauté de Monaco en Italie, je ne peux qu'être ravie de partager ce premier déplacement officiel avec le souverain. Nous voyons des merveilles, j'apprends beaucoup personnellement et puis je suis vraiment très touchée par l'accueil qui nous est réservé en premier lieu au souverain bien entendu, par les autorités mais aussi par toute la population, ça fait chaud au cœur.
La visite du souverain à Ripakandida aura également été marquée par la remise d'une archive de grand intérêt. La famille Lioy a en effet offert cet original d'un diplôme de doctorat de l'Université de Naples, décerné à l'un de leurs ancêtres en 1609, à l'époque où les souverains de Monaco étaient seigneurs de Ripakandida et sur lequel sont enluminées, entre autres, les armoiries des Grimaldi. Avant de recevoir notre premier invité, Cédric Lanary, pour évoquer la rentrée sociale, direction le Méridien avec l'un des rendez-vous incontournables pour les entrepreneurs en principauté, la 10e édition du salon Monaco Business qui s'est déroulé donc sur toute la journée de ce mardi. Le ministre d'État, Pierre Dartout, était présent dès 8 h ce matin pour inaugurer l'événement. Reportage de Frédéric Elion sur des images d'Alexa Vial. C'est le rendez-vous B2B dédié aux entreprises monégasques et azuréennes. La 10e édition du Salon Monaco Business s'est déroulée ce mardi au Méridien. Avec près de 60 exposants, cet événement est une belle vitrine pour les sociétés les plus dynamiques. C'est un salon de business to business où il y a essentiellement que des entreprises monégasques qui sont réunies. Et le but est qu'il y ait des rencontres entre entrepreneurs et puis avec un cycle de conférences qui dure toute la journée, qui a été ouvert ce matin par son Excellence le ministre d'État Pierre Dartout, voilà, qui a ouvert cette session, on va dire, et qui vont être poursuivies durant toute la journée avec des conférences qui doivent intéresser pas mal de chefs d'entreprise. Gestion de la cybersécurité, efficacité énergétique, prévision macroéconomique pour 2023, autant de thèmes évoqués lors des différentes conférences. Pour cette 10e édition, l'accent a surtout été mis sur le numérique. Ça fait 10 ans que nous sommes partenaires de cet événement. C'est très important parce que c'est le moment où on se rencontre entre entreprises, notamment entre entreprises du numérique en principauté. Je pense qu'on est peut-être la première entreprise du numérique, start-up fondée en 2000. Donc ça fait 22 ans que nous assurons la transformation digitale de beaucoup de sociétés. Au sein de notre groupe, c'est 3 sociétés, Telis, Actis, EasyOne. Avec un data center, on le présentera tout à l'heure, le premier data center en principauté, éco-responsable. Et puis aujourd'hui partenaire du cloud monégasque, donc du cloud souverain. Monaco Business permet aussi de découvrir des nouveautés et innovations comme ce livre digital présenté en exclusivité lors du salon. C'est un livre numérique, c'est-à-dire qu'on intègre dans un livre de la vidéo. Donc c'est un livre quand il est fermé. Quand on ouvre les pages, vous avez les vidéos qui s'allument automatiquement avec un volume de son. Bon, ici, on a beaucoup de bruit ambiant, donc on n'entend pas trop, mais volume de son. Et on peut aller donc sur des pages déjà qui sont, on va dire, ce qu'on appelle du lay flat, c'est-à-dire c'est des pages complètement à plat à chaque fois, donc il n'y a pas de problème de reliure. Et on peut aller jusqu'à 3 vidéos sur un livre comme ça. Il se recharge comme on recharge une tablette ou un iPhone, etc. Parmi les autres temps forts de la journée, le Club Éco de Nice Matin, en partenariat avec le MEB, est consacré à l'attractivité de Monaco pour le pays et ses environs. Et avec nous ce soir, le président de la Fédération des syndicats des salariés de Monaco, Cédric Lanary. Bonsoir à vous, monsieur. Bonsoir, monsieur Paco. Merci de nous rejoindre pour un bel anniversaire tout de même. Hein. Déjà 10 ans, j'allais dire. Déjà 10 ans. Déjà 10 ans qui sont passés très vite. Il a fallu qu'on s'impose dans le paysage social monégasque. Après une création de la fédération par Jean-Luc Cloupet il y a 10 ans maintenant, qui a fait 5 ans de présidence. Et moi-même, je termine moi-même mon quinquennat en tant que président de la Fédération des syndicats de salariés de Monaco. Et c'est un syndicat qui compte dans la vie des Monégasques aujourd'hui. Alors c'est une fédération de syndicats qui a démarré avec 3 syndicats à l'origine et qui maintenant compte 13 dans des secteurs autant divers que l'hôpital, le tourisme, le commerce, les jeux, l'industrie, etc., la restauration, l'hôtellerie. Donc on est aujourd'hui à 13 syndicats et on est en forte progression année après année. Et votre fédération aujourd'hui, donc, qui fête ses 10 ans, sort d'un été qui a été plutôt réussi visiblement selon les chiffres. Et pour vous, côté salarial, toujours les mêmes soucis en gros? C'est quoi? C'est le pouvoir d'achat, bien évidemment en ce moment, qui est le plus gros point noir? Alors le pouvoir d'achat, ça c'est le souci on a vu apparaître le pouvoir d'achat déjà tout au long de l'été.
ça se confirme forcément, et ça va se confirmer de plus en plus avec l'hiver arrivant, ça tout le monde le sait. Grosse difficulté dans tout ce qui est hôtellerie, café, restauration. Les restaurateurs ont eu du mal à trouver des salariés. Il faut faire un effort sur ce sujet au niveau des employeurs. Le dossier est en cours, voilà. Ouais. D'accord, mais que peuvent faire de plus les employeurs aujourd'hui? Parce que c'est pas simple, on le sait partout, en Italie ou en France, comme à Monaco, de trouver du personnel saisonnier, entre guillemets. Alors il y a deux choses. Il y a l'augmentation du pouvoir d'achat, c'est-à-dire une augmentation simplement des salaires. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est l'équilibre vie privée, vie professionnelle. On sait que dans la restauration, les horaires sont très compliqués. Et on pense, nous, que l'équilibre vie privée, vie professionnelle fait partie intégrante d'une vie salariale réussie. Et il y a moyen, à notre sens, de trouver des organisations qui permettent aux salariés de travailler soit le matin, soit le soir, de pas forcément faire ces grosses coupures qui sont très destructrices dans la vie privée de ces salariés. D'autant plus qu'on est à Monaco. Ça veut dire qu'après, il y a un trajet pour rentrer et il y a un trajet pour venir. Oui. Donc, les journées sont très, très longues pour les salariés dans ces secteurs d'activité. Et effectivement, ça fait partie des sujets qui sont sur la table actuellement. Hein. On parlait d'un métro à une époque, on parle d'un transport maritime aussi. Il y a plein de choses comme ça. Il y a le covoiturage qui fonctionne. Le covoiturage de mieux en mieux. Qui a été relancé là, qui est très très bien, très très bien. Beaucoup de salariés le font et ça marche très très bien. C'est financé par le gouvernement. L'idée est très bonne. Ah oui. Dernièrement, en interne à Monaco, les transports en commun gratuits, ça aussi c'est une très bonne chose. Non, ça bouge. Il y a plein de sujets. Avec des bus gratuits en plus, comme vous l'avez dit, dans la principauté de Monaco. Le problème, de toute façon, c'est toujours le même à peu près depuis des années, avec tous ces pendulaires, c'est qu'aujourd'hui, les loyers sont très chers dès qu'on a, je ne parle même pas de Monaco, mais en périphérie, quand on a un petit salaire de saisonnier, bien sûr. Oui, et alors le problème, c'est que le salaire est à la fois, pour les petits salaires, comme vous le dites, pas très élevé, entre guillemets, mais malgré tout trop élevé pour accéder aux logements sociaux des communes limitrophes à Monaco. C'est-à-dire que les critères de sélection des logements sociaux sont inférieurs au salaire minimum à Monaco, ou la plupart des salaires minimums, ce qui fait qu'en fait, les logements sociaux qui sont à Beau-Soleil ou Cap-d'Aille ou Roquebrune, eh bien, en fait, ça serait des salariés qui habiteraient sur Nice qui pourraient y accéder, comme le salaire est un peu moins important là-bas. Donc, résultat, c'est contre-productif, c'est pas du tout ce qu'il faut. Ouais. Donc, il faudrait trouver des accords avec la France pour que les logements sociaux des communes limitrophes puissent être accessibles aux travailleurs monégasques. Il y a aussi ce pouvoir d'achat, vous l'avez dit. Les négociations portent, vous avez des négociations, on l'imagine, de temps en temps, même entre vous. C'est quoi aujourd'hui par rapport au pouvoir d'achat? C'est du 5, du 10, du 12%? Alors dans l'hôtellerie, on est au-delà. Hein. Déjà, il y a un alignement sur la France qu'il faut faire, c'est en cours. Nous, on aurait aimé que cet accord se signe avant l'été pour que les salariés saisonniers qui ont travaillé cet été puissent bénéficier de ces augmentations. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Mais effectivement, on est au-delà de 12% plus les conditions de travail. Donc c'est l'addition des deux qu'il faut mettre sur la table, effectivement. Comment ça va se passer dans votre calendrier pour les 10 prochaines années pour évoluer? Encore plus de discussions avec les parties prenantes? Alors, on a une bonne écoute de la part du Conseil national. On a des bonnes relations également avec le gouvernement. Nous faisons partie nous sommes au Conseil économique et social et environnemental. Nous sommes au tribunal du travail. Nous sommes dans les différentes commissions de licenciement. Nous sommes à la médecine du travail. Nous serons à la prochaine commission sur la retraite complémentaire. Oui. Nous continuons à nous développer. Nous sommes dans beaucoup de secteurs d'activité sur Monaco, mais nous ne sommes pas encore dans tous les secteurs d'activité sur Monaco. Donc nous allons continuer notre développement, pérenniser au sein même de notre fédération, augmenter l'accueil pour les adhérents, parce qu'aujourd'hui le nombre d'adhérents qui nous rejoignent est entre guillemets tellement conséquent que maintenant il faut qu'on mette une organisation plus conséquente encore au sein même de notre fédération. Et pas d'avancée particulière à attendre, par exemple, sur la retraite. C'est pas la même discussion qu'en France ou ailleurs. À Monaco, c'est différent. On parle seulement de la retraite complémentaire, vous disiez. Hein. Voilà, pour l'instant, le sujet, c'est la retraite complémentaire qui, si j'ai bien compris, sera repoussée un petit peu. A priori, la mise en place risque d'être repoussée un petit peu. Pour l'instant, ça, malheureusement. Mais sur la retraite en elle-même, a priori, il n'y a rien qui se passe. Je pense qu'ils attendent de mettre ça sur la table le jour où on saura réellement ce qui se passe en France.
Merci pour ce grand tour d'horizon, mais on était un peu obligés, 10 ans ça se fête ce soir. Merci. Sur Monaco Info. Merci à vous, Cédric Lanary, d'avoir été notre invité ce soir. Merci Monsieur Paco, bonne soirée. L'actualité sanitaire à présent et les chiffres de la Covid en principauté. La semaine dernière, 77 nouveaux cas positifs ont été révélés. Il y a 48 heures, si on fait le détail, 4 personnes, dont une résidente, étaient hospitalisées au CHPG. Aucune personne n'est soignée aujourd'hui en réanimation. Quant au taux d'incidence sur la période des 7 jours écoulés, il est de 197 contre 138 il y a une semaine. La journée de l'allaitement maternel aura lieu à la Maison des Associations le jeudi 20 octobre prochain. Ça se passera entre 10h et 16h. Au programme notamment, une démonstration de matériel d'aide à l'allaitement, le portage en écharpe ou encore les massages pour bébés, et ce dans le cadre de la Semaine mondiale de l'allaitement. Pendant 15 jours, les épreuves se sont enchaînées pour 19 candidats souhaitant intégrer la compagnie des Carabiniers du Prince. Au final, il n'en restera que 4. Entre tests sportifs, tests écrits et les oraux, la sélection a été rude, très rude. C'est le Focus Info de cette édition. Il est signé Patricia Navarro, Alexandra Marangoni, Louis Borgia et Hugo Comassa. Bonjour à tous. Vous êtes ici pour passer le concours d'entrée à la compagnie des Carabiniers. Donc félicitations à vous. Merci à ceux qui ont fait le déplacement, qui viennent de très loin pour certains. Comme son nom l'indique, c'est un concours. Donc seuls les meilleurs seront retenus. Objectif, trouver le candidat parfait présentant une bonne forme physique, des qualités humaines et ayant de solides connaissances. Régulièrement, la compagnie des Carabiniers est à la recherche de nouvelles recrues, mais pour faire le bon choix, les candidats dont le dossier a été sélectionné au préalable doivent prendre part à de nombreux tests destinés à les départager. On recherche un équilibre, des gens qui sont dans une bonne condition physique et qui ont une tête bien faite, à défaut d'être bien pleine. Voilà, on recherche un équilibre, des gens qui savent faire preuve d'une intelligence de situation pour s'adapter dans toutes les circonstances et pouvoir assimiler rapidement les informations qui leur sont données. Vous êtes là pour un test d'endurance cardio-respiratoire. 7,52. Tout débute par une épreuve de course à pied. Il s'agit d'effectuer le plus grand nombre de tours de piste en 12 minutes. Allez, 50, continue, il te reste 10 secondes, allez. Encore. Mais les tests sportifs ne s'arrêtent pas là. Le lendemain, place à un 100 mètres en piscine avec 15 mètres à effectuer en apnée. Une épreuve aussi révélatrice qu'indispensable. Elle est importante d'un point de vue physique, parce que nous faisons un métier qui est difficile, qui des fois implique une résistance, une résilience. Elle est importante aussi parce que tous les ans, chaque carabinier, jusqu'à l'âge de 50 ans, passe cette épreuve. Et puis elle est importante aussi parce qu'on vit au bord de l'eau et qu'en plus de leur diplôme de secouriste, ils peuvent être amenés à secourir quelqu'un au bord de la mer, au Larvoto ou ailleurs. Après le volet sportif, les candidats sont soumis à des tests écrits, dont une dictée notamment et une épreuve de mathématiques, ce qui fait qu'à l'adage, un esprit sain dans un corps sain, puis viendront également plusieurs entretiens. On est là aussi pour juger la personne, donc il y a le rendu effectivement, mais on cherche aussi, alors on dirait tous les recruteurs cherchent des personnes, des belles personnes, pas physiquement, mais c'est-à-dire que des personnes qui veulent se donner cœurs et âme pour la famille souveraine. Et c'est ce que l'on recherche. Et maintenant, on a des difficultés. On ne vient pas décrocher un emploi à Monaco. On vient intégrer la compagnie des Carabiniers du Prince. Après les 2 premiers jours de chacune des 2 sessions d'une semaine, 6 candidats ont été écartés. Pour les autres, de nouvelles épreuves physiques et des tests médicaux ont été effectués. Les épreuves orales étant les plus redoutées par ces candidats qui sont tous extrêmement motivés à l'idée d'embrasser cette carrière de carabinier. Un carabinier, ça représente quelqu'un de loyal, quelqu'un de fiable, de respectueux, sur qui on peut compter, quelqu'un de fidèle à ses principes, à ses valeurs. Et surtout quelqu'un de dévoué, pour reprendre la devise des carabiniers, donc l'honneur, la fidélité et le dévouement. Tout d'abord, c'est un service qu'on nous offre qui est de garantir la sécurité d'un chef d'État. Donc c'est un nombre très restreint de personnes qui peut prétendre à cela.
Et en ça, je trouve que c'est une très belle mission, une très noble mission. C'est beaucoup de responsabilités et aussi c'est un merveilleux métier parce que je pense que beaucoup rêveraient de faire ça et on peut se sentir privilégié parce que c'est déjà quand même beaucoup sélectif niveau physique. Mais il ne faut pas hésiter à se lancer si c'est son rêve. Et il leur faudra tous attendre maintenant la décision souveraine qui interviendra fin octobre. Puis les candidats retenus intégreront la compagnie des carabiniers le 1er février 2023 pour près de 4 mois de formation en interne pour ensuite venir officiellement étoffer les rangs de la compagnie lors du Grand Prix. Les sports. Le basket. Et il n'y a pas que les garçons de la Roca Team qui brillent sur les parquets. Les filles du Monaco Basket Association découvriront cette année le monde professionnel puisqu'elles évolueront en Ligue féminine 2, le MBA, le Monaco Basket Association, organisait d'ailleurs hier une conférence de presse pour présenter la saison à venir. Plus de détails avec le spécialiste Frédéric Elion. C'est le premier club professionnel féminin de l'histoire en principauté. Créé il y a 12 ans, le Monaco Basket Association a connu une ascension fulgurante lors de la dernière décennie, avec notamment 2 trophées Coupe de France remportés en 2017 et l'an dernier. Après une campagne réussie en NF1 l'an passé, les filles du MBA vont découvrir cette année la LF2, la Ligue 2, et donc le monde professionnel. Je suis obligé de penser aux ceux qui ont créé le club, aux dirigeants, aux coachs qui ont travaillé durant 12 ans. Et aujourd'hui, on arrive dans ce monde professionnel avec beaucoup de fierté. Et voilà, et puis on va y aller avec beaucoup d'humilité et j'espère qu'on va représenter Monaco le mieux possible. On est le petit poussé, quoi qu'on le veuille. Mais aujourd'hui, c'est vrai, quand je vois les matchs amicaux qu'on a fait, je pense que l'équipe tourne bien. On a vraiment trouvé une équipe homogène. Il y a une très bonne ambiance. Pour cette nouvelle saison, l'effectif a été renouvelé à 70%. Seules 3 joueuses sont restées, Laroche, Durant et Chandler. Un groupe jeune, avec 4 filles de moins de 23 ans, règlement oblige. Un nouvel entraîneur arrive aussi, fort d'une expérience d'une 15aine d'années en Pro A en tant que joueur, puis de coach, notamment à Limoges, en LF2. On a voulu associer des joueuses qui soient capables d'être sur de l'expérience, de pouvoir porter le groupe vers le haut. Et toute cette association-là va nous permettre de pouvoir bien se comporter sur cette Ligue 2. La première des choses, c'est l'humilité dans le travail, dans l'effort et puis dans l'exigence. Et derrière, apporter match après match, être capable de progresser, être capable aussi d'apprendre de ses qualités, apprendre de ses erreurs, apprendre de ce championnat et puis se fixer nos limites. Le MBA va pouvoir se jauger dès le début de saison avec une double confrontation à domicile en Coupe de France, samedi 8, puis en championnat le 15 face à Charnay, le favori de la poule qui vient de descendre de LFB. Et sans plus tarder, détour, comme promis, dans les salons de l'hôtel Hermitage où nous a reçu Francis Huster qui sera sur scène demain au Théâtre Princesse Grace à 20h très précisément. Entretien. Notre invité ce soir, exceptionnel, sur Monaco Info, c'est Francis Huster qu'on ne présente plus. Bonsoir Francis Huster. Bonsoir. Vous allez nous raconter la vie au Théâtre Princesse Grace demain soir, c'est bien ça, la vie de Molière, et puis la vie tout court, peut-être aussi de notre société d'aujourd'hui. C'est-à-dire que je suis très ému à chaque fois de revenir dans le Théâtre de la Princesse Grace, qui a tout fait d'ailleurs pour que ce théâtre renaisse après tant d'années. Et je me souviens particulièrement par rapport à Molière et la Princesse Grace, qu'elle était venue à la Comédie Française, j'interprétais Don Juan, et elle était dans la loge avec le prince Albert et puis Caroline. Et l'émotion de tous les comédiens était absolument incroyable. Parce qu'il faut dire que la Princesse Grace était exactement, probablement, la femme des rêves pour Molière. Et je vais raconter en 3 parties, d'abord la vérité sur sa vie, on a menti mais énormément. Deuxièmement, la vérité sur son œuvre qu'on a complètement trahi pendant 300 ans. Et troisièmement, ce qu'est finalement un comédien. À côté de moi, j'ai Francis Huster ou j'ai Molière aujourd'hui? Je crois qu'on est tous Molière. C'est une question qui est plus que magnifique. C'est-à-dire que pourquoi on dit que le français c'est la langue de Molière? Tout simplement parce que c'est très vite.
Les gens rient parce que quelqu'un se casse la figure sur une peau de banane, parce qu'il renverse un truc, parce qu'il dit un truc drôle. Donc on se moque de la personne. Molière, de nous-mêmes, c'est le premier qui nous fait moquer de nous-mêmes. C'est-à-dire que ce qui est extraordinaire, c'est qu'on se dit, en suivant justement les héros de ces pièces, j'aurais pu faire la même bêtise, j'aurais pu dire la même idiotie. C'est magnifique. Nous, on se rit de nous-mêmes, pas les Britanniques. Les Britanniques, c'est l'humour, c'est la distanciation élégante de se moquer de l'autre. Pas de vulgarité du tout, c'est admirable, mais Molière, et c'est pour ça que les Français, ils n'arrêtent pas de râler, parce qu'ils râlent sur eux-mêmes, ils n'arrêtent pas de se plaindre. Ils ont un pays sublissime, ils ont une histoire légendaire, mais il faut qu'ils râlent sur tout. Alors c'est bien, parce que ils montent les escaliers, ils sont dans l'escalier de service, et le peuple, il arrivera au même étage que ceux qui prennent l'ascenseur. C'est magnifique, Molière. Molière. Est-ce que Molière aurait fait Max Singer? Est-ce qu'il serait déguisé comme vous? Je suis persuadé, c'est pour ça que je l'ai fait. C'est parce que quand on sait que cette émission fait des millions de téléspectateurs, et surtout des jeunes de 8 ans, de 10 ans, de 12 ans, et je l'ai fait parce qu'ils m'avaient promis, et ils ont tenu leur promesse, que démasqué, je viendrais parmi eux, et que j'aurais mon Molière à la main, et que j'exprimerais vraiment le vœu que toute la jeunesse s'empare de Molière. Il y a des auteurs... On ne peut pas s'emparer d'eux. Ils restent inscrits. Ce sont les classiques. Mais Molière n'est pas un classique. Il y a des auteurs, comme des musiciens, on doit les jouer par rapport à leur époque, rester dans le cadre. Ce sont des Versailles de leur époque. Molière, pas du tout. C'est incroyable. La preuve. Qu'est-ce donc avez-vous? Laissez-moi, je vous prie, mais encore. Dites-moi, quelle bizarrerie. Laissez-moi là vous dire, je courrais vous cacher. Mais on entend au moins les gens sans se fâcher. Moi, je veux me fâcher. Et ne veux pas t'entendre. Dans vos brusques chagrins, je ne puis vous comprendre. Et quoi qu'ami, enfin, je suis tout des premiers. Moi? Votre ami? Voyez cela de vos papiers, j'ai fait jusqu'ici profession de lettres, mais après ce qu'en vous je viens de voir paraître, je vous déclare net, je ne le suis plus. Il n'a venu de place, en un cœur corrompu. C'est bien coupable, Alceste. À votre compte. Allez. Vous devriez mourir de pure honte. On a l'impression que c'est écrit hier. Hier, c'est ça, c'est tellement d'actualité. C'est complètement fou. Et vous avez même réussi à comparer, en préparant l'émission, je voyais même les hommes politiques d'aujourd'hui, avec des personnages de Molière. Oui. Alors, je ne vais pas vous demander de les reciter, mais vous, à vous de choisir un personnage de Molière pour terminer. Oh, sans hésiter, sa marionnette, Scapin, Sganarelle, Mascarille, c'est-à-dire le valet, qui ose exactement, en prélude à Figaro, puisque Beaumarchais admirait Molière avec son Figaro, c'est l'ensemble de toutes les marionnettes, c'est cette espèce d'insolence et de courage de dire non, vous ne pouvez pas faire ça, non, c'est pas possible. Alors en ce moment, par exemple, il y aurait une marionnette, il écrirait probablement une pièce sur les féminicides, où justement il a tellement défendu les femmes, qu'il y aurait cette femme qui combattrait. C'est ces héroïnes quelque part. Absolument, vous avez totalement raison. Quand on regarde une œuvre de Molière, on se dit, mais attends, tous les héros sont des sales types. Mais attends, il y a l'avare, il y a le bourgeois gentilhomme qui fout tout son fric en l'air pour séduire. Il y a Don Juan qui tue tout le monde. Il y a Argan qui est prêt à donner sa fille au fils abruti d'un médecin pour avoir les médicaments. Et tu t'aperçois, Arnolphe, il a kidnappé une petite fille, il l'a enfermée, et maintenant il va en faire sa geisha. Et pourquoi il a eu cette idée de génie? C'est qu'en mettant, au contraire de Racine et Corneille, où ce sont les héros, en mettant des losers et des sales types, tu as celui qui est derrière et qui dit « Oh, oh, moi je suis peut-être un valet, moi je suis peut-être une servante, moi je suis peut-être rien, moi je suis peut-être ton fils ou ta fille, mais je vais te dire qui tu es. » C'est magnifique. J'ai envie d'aller au théâtre. Je ne sais pas pourquoi, encore plus que d'habitude. Ce sera demain, Théâtre Princesse Grace, Francis Huster. Merci 1000 fois. Mais c'est moi qui vous remercie. Ça a pris du temps pour nous sur Monaco Info. Mais non, mais j'espère que je serai à la hauteur pour que la Princesse Grace soit aussi dans la salle. Elle y sera, elle nous regardera. Merci pour ce Molière d'honneur, en tout cas, d'avoir été avec beaucoup. nous. Merci. Sur un fond jaune, symbole de l'éclat ensoleillé de la principauté, l'affiche du Festival de télévision 2023 a été dévoilée aujourd'hui. Elle exprime, vous le voyez, la mise en lumière de la production audiovisuelle et joue entre tradition et modernité. L'effigie du prince Régnier III apparaît pour marquer en cette année 2023 le centenaire de la naissance de celui que l'on surnommait le prince
bâtisseurs. Sans oublier le tapis rouge qui invite les stars du monde entier à cette 62e édition du festival de télévision qui se tiendra, notez-le bien, du 16 au 20 juin 2023 au Grimaldi Forum. Le soleil, on vient d'en parler, la luminosité, la météo, elle arrive de ces prochaines heures. C'est avec vous, Yannick de Bever. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Le temps est stable en principauté. Ce mercredi, il fera encore beau avec seulement quelques passages nuageux pendant la journée. Côté thermomètre, c'est encore assez doux, comptez entre 16 et 22 degrés. Ce mercredi 5 octobre, Sainte-Fleur est à l'honneur et c'est également la journée mondiale des enseignants. Et comme le veut la tradition, on termine votre journal par les instantanés du jour avec l'arrivée en principauté du Göteborg of Sweden, le plus grand voilier en bois destiné à la haute mer et salué comme il se doit aujourd'hui à son arrivée par, rappelons-le, 8 coups de canon. Les photos sont signées Manuel Vitali. On se retrouve demain, 19h pour un nouveau journal sur Monaco Info. D'ici là, belle et bonne soirée à toutes et à tous.